Donc, chers amis, bienvenue, je vous donne la bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez ici. Je suis sœur Mamalifar Kurukum, hein. Je suis une sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique, hein, et je suis aussi la secrétaire exécutive de la justice et la paix pour l'intégrité de l'Union des supérieurs générales et l'Union internationale des supérieurs généraux. Ce webinaire est organisé par le groupe qui s'occupe de l'agriculture au niveau régional, hein, et je suis certain qu'il y a ici beaucoup de membres de ce groupe. Comme vous le voyez, le titre est Prendre soin de la création et protéger notre nourriture, une responsabilité partagée. En effet, c'est une responsabilité que nous toutes partageons. Nous sommes très heureuses que vous soyez ici. Donc, je vous donne la bienvenue et je donne la bienvenue à Sarah Prechara et qui s'occupera de l'introduction officielle, hein, de cette journée et elle vous donnera la bienvenue aussi. Sarah Rachel, hein, est une membre des Servantes de la Lumière du Christ à Bénin, au Bénin, avec une expérience qu'elle a acquérie en France et en Italie. Elle est une infirmière enregistrée. Elle a étudié la sociologie et l'anthropologie. Elle soutient le développement des communautés, pour les familles pour les jeunes. Elle était secrétaire générale et conseillère générale avec une expérience en tant que leader. Elle a guidé des projets, et elle le fait depuis 2024. Elle guide des missions et des programmes de développement. Elle réconcilie euh, les soins, les sciences sociales et l'expérience de leader dans les services pour les communautés. Rachel, vous êtes la bienvenue. Vous allez donner la bienvenue officielle aux participantes, hein, et vous allez introduire cette journée que nous passerons ensemble. Merci beaucoup. Oui, je suis là. Si, Merci c'est beaucoup. votre tour maintenant. Merci bien et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire important. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui depuis différentes communautés et différents endroits du monde. Je tiens à adresser un mot de remerciement particulier à nos intervenants et à nos traducteurs pour leur généreuse contribution, leur disponibilité, leur expertise et leur dévouement qui ont permis de rendre ce webinaire possible et accessible à tous. Nous vous sommes sincèrement reconnaissants de votre présence et nous espérons que chacun d'entre vous contribuera activement à nos discussions afin qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs de cette rencontre. Ce webinaire est à la fois opportun et significatif. Tout d'abord, nous souhaitons profiter de deux célébrations mondiales importantes, la Journée mondiale de l'environnement et la Journée mondiale de la sécurité alimentaire. Ces occasions nous rappellent notre responsabilité commune de prendre soin de la création et de veiller à ce que les aliments que les gens consomment soient sûrs, sains et produits dans le respect de la dignité humaine et de l'environnement. L'objectif de ce webinaire est de nous aider à mettre en place une boîte à outils pour l'agriculture régénérative en dressant d'abord un état des lieux des activités actuelles afin d'identifier les réussites et les initiatives inspirantes, les besoins existants et les réponses appropriées, et enfin les défis et les moyens Just a concrets de minute. les supporter. Ce webinaire vise également à aborder les préoccupations en matière de sécurité alimentaire liées aux produits chimiques nocifs et à l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides, tout en sensibilisant les communautés religieuses à l'appel urgent à la responsabilité écologique. C'est une occasion de plaidoyer, d'éducation et de dialogue sur la sincérité alimentaire et l'agriculture régénérative en tant que voie concrète
Ce webinaire vise également à aborder les préoccupations en matière de sécurité alimentaire liées aux produits chimiques nocifs, à l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides, tout en sensibilisant les communautés religieuses à l'appel urgent à la responsabilité écologique. C'est une occasion de plaidoyer, d'éducation et de dialogue sur la sécurité alimentaire et l'agriculture régénérative en tant que voie concrète vers un avenir plus sain, plus sûr et plus durable. Deuxièmement, nous visons à identifier et à partager les meilleures pratiques, notamment les savoirs locaux, les méthodes d'agriculture biologique et les expériences concrètes issues de différents contextes. À travers ce processus, nous espérons rassembler les ressources précieuses, renforcer la collaboration et construire une base commune capable de guider et de soutenir les communautés engagées dans l'agriculture régénérative et l'engagement écologique. L'agriculture régénérative est de plus en plus reconnue comme l'une des solutions réelles et porteuses d'espoir face à la crise climatique. Contrairement aux systèmes qui épuisent les sols et endommagent les écosystèmes, l'agriculture régénérative restaure la santé des sols, protège la biodiversité, préserve l'eau, réduit la dépendance aux produits chimiques nocifs et contribue à capter le carbone et l'atmosphère. Elle ne se contente pas de guérir la terre, mais renforce également la sécurité alimentaire, soutient les agriculteurs et les communautés locales et favorise une relation plus juste et durable avec la création. À bien des égards, il s'agit d'une réponse concrète à l'appel urgent à prendre soin de notre maison commune. Enfin, nous aimerions également inviter ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'agriculture régénérative à rejoindre notre groupe de travail. Collaboration d'expérience et toutes vos collaborations sont inestimables alors que nous continuons à construire ensemble notre mission commune. Merci encore pour votre présence, votre engagement et votre ouverture d'esprit. Nous souhaitons à tous un webinaire fructueux, riche en apprentissage et en échange, en inspiration et en espoir. Merci à vous. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour avoir donné la bienvenue à nos participantes. Maintenant, nous passons au moment de la prière. Sœur Céline nous guidera dans cette prière. De cette manière, le Seigneur pourra nous guider. Il faut écouter attentivement, pas seulement avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Sœur Célina est une membre des Sœurs de Saint-Michel, l'Archangel du Nigeria. Elle a une maîtrise en thérapie psychospirituelle, hein, et aussi elle a un diplôme. Elle a une expérience en éducation et dans le développement des communautés et en assistance. Elle a été directrice d'une ferme avec son expérience dans la gestion agricole. Elle était doyenne et aussi elle offrait le leadership académique institutionnel. Elle promeut la formation holistique, hein, et le bien-être des communautés à travers l'éducation et l'assistance. Sœur, guidez-nous dans la prière, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, hein, nous te remercions
pour notre planète, notre maison commune, la Terre, la planète, la Terre. Nous te demandons de bénir tous nos projets, discussions et décisions de jeudi, de cette rencontre de jeudi, avec un grand épanouissement. Et tandis que nous essayons de guérir notre mère Terre, nous nous sommes réunis pour nourrir notre Terre et pour faire face aux problèmes de la planète pendant cette époque si difficile. Nous sommes ici autonomes à partir des différents dieux du monde, hein. Nous te demandons d'illuminer les ténèbres de nos cœurs. De cette manière, nous pourrons nous réunir afin de trouver des manières permanentes de nourrir et prendre soin de notre mère Terre, hein. Nous te prions à travers l'intercession de Saint François d'Assise, hein, le saint patron de l'écologie, pour arriver à toi, notre Seigneur, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils, hein, et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, sœur, hein, pour cette prière, hein, qui nous a inspirés. Maintenant, nous passons à notre premier intervenant. Notre première intervenante est Molly Barnes, elle est un cartographe. Elle est un designer écologique, hein, une scientifique des données et une personne qui s'occupe du plaidoyer environnemental, hein. Elle est une fondatrice, hein. Elle a guidé la création de la première carte mondiale unifiée et elle s'occupe aussi de travailler sur des solutions pour le climat qui se basent sur la terre et qui sont escalables. La fondatrice de Goodlands qui tient à l'agriculture régénérative et les restaurations écologiques à travers des projets qui vont du niveau local au niveau régional. Elle a un MS en conception écologique et a enseigné à l'Université Columbia. Elle a enseigné urban design, conception urbaine, hein. Elle est reconnue comme un champion, un des champions jeunes auprès des Nations Unies euh, de la Terre. Elle explore la géographie nationale et elle est aussi un membre Ashoka. Maintenant, elle est une étudiante de sciences sociales à l'Université pontificale de Saint-Thomas d'Aquin et aussi elle est un membre de l'Institut Léonine pour l'intelligence artificielle et les technologies émergentes et les nouvelles technologies. Molly, je vous demande s'il te plaît de partager votre sagesse avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Sœur Mamalifère, merci à tout le monde d'avoir consacré ce temps à nous tous. Est-ce que vous voyez mes diapos? Okay, yes. Oui, magnifique, hein? Aujourd'hui, je vous parlerai du fait qu'il faut passer de l'observation à la régénération, hein. Pendant ce moment que nous passerons ensemble, il y aura des diapos desquels je ne parlerai pas dans les détails, mais je vous fournirai plus de détails sur d'autres diapos. Voilà la structure de ma présentation. Avant tout, nous allons comprendre la Terre de manière écologique. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une ferme régénérative, hein? Et avant tout, il faut comprendre les termes de base sur l'écologie euh, du territoire, hein. Après, je vous parlerai de la conception écologique et après, je parlerai d'une ferme que j'ai aidé à redévelopper il y a 10 ans qui change les vies des personnes sur la Terre, hein, euh, et qui met en pratique toutes les conceptions que je vais vous présenter après, je vous parlerai du contexte catholique qui est lié à toutes ces pratiques, hein. Donc, avant tout, il faut comprendre la Terre d'un point de vue écologique, hein. J'invite tout le monde à respirer très profondément et d'imaginer votre lieu préféré, un lieu comme un parc, un jardin, un forêt. Y a-t-il des oiseaux? Y a-t-il un fleuve, une rivière, hein? Et les plantes, elles sont communes. Est-ce que le paysage autour de vous est calme? Ou est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce que c'est une vallée? Y a-t-il des insectes? Y a-t-il des animaux? Y a-t-il des amis? Des sœurs, des frères?
Maintenant, je vous présente un des lieux que je préfère, hein. Il y a cette phrase Bidden or not bidden, God is present. Cela signifie que Dieu est toujours présent. Cela a été créé par un de mes amis bénédictins. Donc, pour cette présentation, j'ai employé une analyse hypothétique de ce site. Peut-être que je vous connaissez ce site, mais je ne dirai pas son nom pour des raisons de confidentialité. Mais c'est un des sites que je préfère où je me suis rendue, où je me rends tout le temps depuis 15 ans, depuis l'université. Avant tout, cela est lié au rôle de Saint Benoît. Il dit que nous devons considérer tous les biens et les moyens du monastère comme s'ils étaient des outils consacrés de l'autel, hein. Ici, il y a ce petit vase, euh, cette petite plaque que j'ai observé pendant longtemps. Donc, si vous regardez ce site, il y a tous ces éléments que je vais demander, que je vous avais demandé d'imaginer. On pourrait les placer sur une carte, hein. Vous voyez qu'il y a une fleuve, il y a un petit lac, il y a aussi des bâtiments. Peut-être que quelqu'un passe de mon côté. Il y a des sentiers, il y a des manières de se réunir, hein. Il y a des routes. Il y a des sentiers pour les êtres humains, pour les animaux. Il y a tout type de plantes. Il y a aussi des chaînes très anciennes. Pendant l'été, il y a l'herbe très verte, hein. Aussi, il y a un site web sur ce site, hein. Et c'est là, c'est autour de l'hémisphère nord de la planète, hein. Et donc, il y a un aspect qui concerne le sud. C'est là-bas qu'il faut placer les panneaux solaires, hein. Et c'est aussi très précieux pendant l'hiver aussi. Il y a le sol. Il y a des lieux idéaux pour créer, pour planter des plantes. Naturellement, il y a tous les autres types de créatures, hein, comme par exemple les papillons et des petits de petits miens et aussi d'autres insectes de l'univers, hein, est bien élément duquel il faut prendre soin. Quand nous pensons au paysage, il faut avoir cette vision intégrale avec toutes ces existences. Ce n'est pas tout simplement une liste d'oiseaux, de rivières. Non, c'est tout ensemble, tout cela, hein, et intégrer les paysages ce n'est pas tout simplement une liste d'arbres, de champs, de routes, des bâtiments. C'est un système dynamique où il y a de l'eau, de la nourriture, de l'énergie, des plantes, des animaux, des personnes qui interagissent. Et donc, chaque partie a une influence sur les autres parties. Mais comment toutes ces parties sont interconnectées? Ça, c'est la première manière de comprendre ces systèmes, hein. Plus profondément, on peut trouver des éléments constants et des dynamiques constantes. C'est important si on veut changer ce paysage sur la base de l'écologie. Il y a par exemple les forêts, il y a des termes très techniques que je ne mentionnerai pas, mais j'espère que cette illustration pourra montrer tous ces éléments qui interagissent, hein. Il y a les plantes, tout autour du terre, il y a des sols pour l'agriculture. La position de ces éléments est très importante. Il faut comprendre aussi les éléments qui se répètent, les positions, mais aussi les processus, hein. Ce qui se passe à cause de ces positions. Il y a des arbres, par exemple, mais est-ce qu'ils sont fragmentés ou est-ce qu'ils sont connectés dans un réseau? Cela créerait un habitat, par exemple, et une interconnexion. Donc, il y a naturellement l'eau qui découle, hein, d'une zone assez petite et c'est là très important, même si le sol est assoiffé, et cela peut aussi causer une érosion quand il y a, par exemple, la pluie. Mais s'il y a beaucoup d'arbres, l'eau pourra découler très lentement et cela pourra prévenir l'érosion. Donc, l'interaction de ces éléments fait toute la différence. Maintenant, je vous invite à regarder cette photographie pendant quelques instants. Qu'est-ce que vous voyez ici en gardant à l'esprit
aussi les éléments, les motifs que nous avons remarqués. Et auparavant, il y a l'église, il y a ces collines, ces montagnes. Vous voyez qu'il y a 2 rivières, peut-être avec de l'argile, disons, ils sont très beaux. Il y a différents motifs qui créent des résultats, écologiques différents et aussi il y a une composition différente. On peut aller au monastère, on peut faire une liste de toutes les espèces, hein. Il faut pareil, il faut aussi comprendre où ces espèces se trouvent. Après, il faut comprendre que le paysage est composé par ces lieux, ces corridors, ces couloirs. Et c'est très facile à deviner. Par exemple, s'il y a une forêt, un jardin, donc disons quelque chose qu'on pourrait considérer comme un correctif. Par exemple, c'est quelque chose qui est très important pour les espèces. Il y a différentes populations de la même espèce qui promeuvent la biodiversité et le flux des gènes. La matrice est essentielle. Ici, vous voyez une région agricole, mais si nous regardons cela de près, nous pourrons voir qu'il y a une différence. Maintenant, moi, je suis dans un appartement à Rome et je me trouve dans une matrice qui a, disons, je vois la pierre à mes pieds, et donc je dirais que c'est une matrice urbaine, hein. Et là où je me trouve, c'est un mixte aussi des différentes matrices mélangées. Mais quelle est la matrice du paysage que nous regardons? Aussi, les dimensions changent, hein, que nous regardons. Quand nous considérons un petit jardin et son petit lit, c'est quelque chose de différent d'un bien immobilier beaucoup plus large, comme par exemple un campus, un dortoir, un grand dortoir, ou penser peut-être une région entière. On pourrait aussi avoir un petit bien immobilier ou une province. Donc, c'est un concept très important, c'est-à-dire considérer le petit et le grand en même temps. Donc, quand on parle du paysage qui nous entoure et quand on s'occupe de sa conception, il faut aussi penser, donc, si les dimensions changent ce que nous regardons, l'échelle change ce que nous regardons, aussi en connexion avec l'agriculture. Donc, si l'échelle d'un jardin est notre échelle, il faut se demander s'il y a des tomates, s'il y a des arbres, s'il y a assez de soleil, et si on va planter la lettuce, ou peut-être c'est le sol qui a besoin d'un certain type de soutien. Après, on pense à des systèmes avec plus d'interaction parce qu'il y a une échelle plus grande, avec plus de végétation. Par exemple, à l'échelle du campus, on passe à la conception d'un système et ses fonctions. Donc, si vous pensez à un élément à la fois comme les panneaux solaires, hein, ou d'autres éléments, donc j'ai eu un problème de connexion. Maintenant, j'ai la connexion. Donc, ce sont des espaces, il faut les prendre en considération. C'est très important. Si les paysages ne sont pas tout simplement des images statiques, ils sont dynamiques. Donc, il y a l'eau, les espèces qui découle. Par exemple, il y a l'eau qui découle à cause de la gravité qui est très importante. On ne peut pas euh, euh, ne pas avoir la gravité. Il y a les pollinateurs, il y a le sol qui change et aussi les paysages sains interagissent et permettent un mouvement bénéfique, mais en même temps, ils arrêtent les mouvements euh, nocifs et ils les ralentissent, hein. Par exemple, on a des ont créé un système où ils peuvent harmoniser euh, les nutriments et les êtres humains. Par exemple, hein, on pourrait avoir des maladies qui sont causées par certains habitats. Donc, il faut considérer où placer les éléments. Euh, L'eau est surtout l'élément qui organise les espaces. Pensez à Saint François d'Assise, hein, et aussi pensez à la petite échelle. On en avait parlé. Et il y a des millions dont il y a qui sont passés pour former le Grand Canyon, par exemple, hein. Donc,
Sinon, nous pouvons aussi rechercher l'eau qui est très fondamentale dans ce système naturellement. Il y a des éléments nocifs, c'est nature, c'est tout simplement naturel. Il faut garder cela à l'esprit. Il y a des incendies de temps en temps et certaines fois ils sont même nécessaires, hein. Il y a le changement climatique qui cause un excès de ces phénomènes, mais un certain degré de ces phénomènes est naturel. Donc, pour avoir une ferme durable, il faut connaître son bien immobilier et aussi il faut comprendre qu'il y a des inondations tous les 10 ans, par exemple. De cette manière, le projet doit être adapté à ces éléments pour les résiliences et pour les régénérations à long terme. Parce que quand on s'occupe de la plantation des arbres, il faut comprendre tous ces éléments pour ne pas créer de conflits avec la terre. Donc, la question, quels sont les éléments qui peuvent perturber nos activités? Il y a toute une connexion entre les éléments d'un paysage, les espèces et la perte des espèces, l'érosion, les inondations. Et aussi, il y a les fonctions écologiques qui sont distribuées d'une certaine manière. Donc, les résiliences se basent sur les relations et la diversité. Et les êtres humains font partie du paysage. Nous le savons à partir de l'écologie humaine intégrale. Et nous ne sommes pas en dehors de la nature, hein. Les rues, les fermes, les monastères, les couvents, les églises, les villes et les jardins sont tous des éléments du paysage. Voilà la question. Il ne faut pas comprendre si nous façonnons le paysage. Nous savons que nous le faisons. Mais il faut comprendre si cela augmente ou réduit la santé écologique, hein. Dans la prochaine diapo, je passe à la question fondamentale. Cela est la base du design écologique, c'est-à-dire organiser nos activités humaines, hein, de manière délibérée afin de soutenir et ne pas abîmer les processus naturels, les processus sains, hein. Et donc aussi, il faut comprendre la Terre. Il y a beaucoup d'informations ici qui sont très importantes. Il faut réfléchir sur ces fondations du paysage avant de dire qu'est-ce que cela signifie d'avoir une ferme qui se base sur le design écologique. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir des bouteilles recyclées et de planter quelques arbres. Ils ne s'arrêtent pas ici. Cela signifie qu'il faut les planter à l'endroit nécessaire pour avoir de l'ombre dans des zones critiques qui peuvent être utilisées par les étudiants qui vont dehors pour étudier. Donc, il est très important de garder toujours ces éléments à l'esprit. Voilà, cela vient de euh, Richard T. Foreman, qui est le père, hein, du paysage écologique, hein, et de l'écologie et des paysages, qui a qualifié l'écologie des paysages, hein, et beaucoup de personnes ont suivi ces enseignements. Donc, une approche écologique design régénératif, c'est une approche, hein, au sol, qui se base sur la pratique, hein, des soins pour notre maison commune en travaillant avec les motifs. Cela signifie comprendre l'environnement avant de le modifier. Si vous étiez un médecin, vous devriez connaître les paramètres de votre patient. Nous sommes comme les médecins du paysage, hein. C'est un peu comme un ingénieur civil, hein, qui s'occupe des routes. Nous devons coordonner toutes ces activités. Il faut comprendre un peu ce qui se passe dans un certain espace. Donc, on peut regarder, juger et agir correctement. Et quand je dis agriculture durable, hein, je parle aussi de l'agriculture régénérative, même si ce n'est pas vraiment la même chose, mais pendant cette présentation, ces deux éléments seront des synonymes, hein, parce que c'est plus simple comme ça. Je veux souligner la différence entre durable et industriel, hein. L'agriculture durable, hein, reproduit ce qui se passe dans la nature, hein. Donc, cela montre les manières dont on peut regarder un paysage. Donc, durable, c'est basé sur la nature, tandis que l'agriculture industrielle se base sur un paradigme, hein, technique qui vise à maximiser les processus, surtout à court terme, hein. Quand je considère les paysages écologiques, je pense à Saint Thomas d'Aquin qui a eu son approche
qui se base sur les principes de la loi naturelle pour établir l'ordre de la création en travaillant avec la nature sur la base des motifs pour cultiver les paysages et les écosystèmes. Donc, donc on peut considérer cela avec une approche philosophique pour comprendre la réalité. Maintenant, je ne vais pas lire les détails de cette diapo euh, qui se base sur la forme, les formes disponibles pour interpréter le paysage. Nous devons suivre le vent, et le soleil et aussi la forme existante du paysage. Nous verrons bâtir des routes, des rues, mais sans investir des centaines de millions de dollars pour créer des systèmes intensifs et qui coûtent très cher, hein. Non, nous voulons travailler avec la nature, hein, et prévenir les désastres naturels. Nous voulons travailler avec les systèmes locaux et leur manière de fonctionner et non pas planter ces espèces tropicales qui ont besoin de beaucoup de soin. Nous voulons réduire au minimum l'utilisation de ressources pour dépendre moins de l'irrigation, des fertilisants, des pesticides et de l'énergie. Afin, donc il y a quelques ans, nous avons créé des autofertilisants. C'est vraiment excitant. Je ne peux pas entrer dans les détails ici, mais c'est un système magnifique, hein. Vous pouvez aussi maximiser les services de l'écosystème et par exemple les abeilles pour collaborer avec la nature, hein, et non sur la nature, hein. On peut considérer les dynamiques de la nature. On commence avec des petits arbres, après ils seront très nombreux. Et naturellement, nous devons intégrer l'être humain dans les fonctions écologiques, hein. Donc, le temps que j'ai consacré à l'agriculture régénérative, hein, m'a appris que c'est un projet très, très vaste. Voilà ce que j'ai fait avec une communauté et dans un quartier où il y avait des adolescents et seulement un pourcentage de ces jeunes allaient à l'école à travers euh, une ONG. J'ai travaillé pour développer ces serres et nous avons travaillé pendant toutes les saisons aussi, pendant l'hiver, hein. Donc, il faut garder à l'esprit qui est, par exemple, le type de sol, hein. Donc, tous ces adolescents sont impliqués aussi à travers des jeux, des activités différentes. On peut penser à tous les ministères pour les jeunes qui peuvent être réunis dans ces fermes, hein. C'est la concerne la santé humaine, l'épanouissement humain, c'est l'éducation aussi. C'est une manière de planter pas seulement des arbres, mais des opportunités futures, hein. Donc, je ne vais pas présenter les détails ici. Est-ce que vous m'entendez en français? Est-ce que quelqu'un peut le confirmer dans le chat, s'il vous plaît? Parce qu'il y a une sœur qui a dit qu'elle ne m'entend pas. Donc, pouvez-vous le confirmer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Le pape François avait entamé la conversation sur l'agriculture régénérative, même s'il n'avait pas utilisé ces mots spécifiques. Il avait parlé un peu de l'agriculture durable, hein, en Amazonie, par exemple, hein. Et ce n'est la première fois qu'un pape en a parlé. Pape Benoît XVI a parlé de cela dans Caritates et aussi dans Mater et Magistra, nous avons le pape Jean 13, hein, on l'appelait dans son encyclique, hein, et aussi le pape Paul VI, on avait parlé dans Catene Encyclica. Donc, tout cela montre que prendre soin de la création est quelque chose qui est profondément enraciné dans notre histoire, hein, et à partir des saints comme Saint François et à partir de Laudato Si et de tous les documents qui ont été discutés et publiés et qui sont basés aussi sur des sciences qui peuvent soutenir nos activités. Donc, il faut aussi soutenir les communautés autochtones, hein, qui ont cultivé ce type de plaidoyer. Donc, il faut apprendre beaucoup de ces communautés et il faut préparer nos activités. Très bien, il faut nourrir les personnes qui ont faim, hein, et
Cela, c'est un signe hein, de charité. Nous devons donner de l'eau aux assoiffés et un refuge aux sans-abri et aussi pour enterrer les morts. Il faut le faire dans les paysages et aussi quand nous rendons visite aux malades et pour les guérir, nous devons lier ces soins pour les êtres humains aux soins pour Mère Terre. Par exemple, avoir des arbres autour de vous, c'est un exemple de la guérison qui commence par la nature aussi. Et quand nous achetons, par exemple, des vêtements, il faut comprendre qu'après, ils deviendront des déchets et pourraient créer des problèmes pour l'environnement. Il faut garder ça à l'esprit. Aussi, nous pouvons rendre visite aux personnes qui se trouvent dans des prisons. Et donc, il y a toutes ces activités qui sont liées au développement humain et cérébrale. Et il faut aussi comprendre qu'il faut prendre soin aussi des plus vulnérables. Donc, il faut comprendre comment s'occuper de tous ces éléments parce que chaque mètre carré dont nous prenons soin est une opportunité de nourrir les affamés pour guérir la création. Merci beaucoup. Merci, ça a été magnifique, hein? Et maintenant, je ne peux plus synthétiser toutes les choses que vous avez dit. Nous avons appris beaucoup de choses nouvelles. Il y a une chose que je trouve très importante, c'est-à-dire que cultiver la terre ne signifie pas tout simplement cultiver la nourriture, mais cela signifie cultiver les relations, pas n'importe quelle relation, mais les relations saines, hein. Cela pourra changer notre approche à la terre et au sol. Merci beaucoup. Maintenant, nous ferons une pause hein, pour faire respirer un peu les traductrices avant de passer à la prochaine intervenante. Et nous allons écouter de la musique pendant 1 minute. De cette manière, les traductrices pourront respirer un petit peu. Il est un innovateur agroécologique qui vient du Guatemala, un entrepreneur et un leader de l'agriculture régénérative. Il est le fondateur de Regenerative Agriculture Alliance et cofondateur de Tree Range Farms. Il développe l'agriculture régénérative pour les volailles et des systèmes qui sont inspirés par la connaissance des peuples autochtones et les principes de la restauration du paysage. Il promeut des systèmes alimentaires régénératifs qui intègrent la restauration écologique, la faisabilité économique et l'équité sociale.
Les progrès dans les modèles agricoles soutient l'autonomie des agriculteurs et aussi la création de richesses pour les communautés et des économies alimentaires locales résilientes. Ils travaillent pour soutenir les petits agriculteurs qui sont desservis en restaurant la santé des sols, la biodiversité et la fonction des écosystèmes. Il parlera de la production et la consommation de la nourriture responsable pour le bien-être des communautés aujourd'hui. Réginald, vous êtes bienvenue. Est-ce que vous voulez partager votre écran ou sinon on peut continuer sans votre écran? Oui, oui, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui, vous le voyez très bien. Est-ce que tout le monde voit l'écran? L'écran de Reginaldo. OK, très bien. Oui, c'est bon. Merci beaucoup de cette opportunité de partager mes pensées avec vous afin de développer euh, davantage ce que Molly vient de dire. Et je me base sur l'histoire de Saint-Antoine qui se base sur notre manière de nous nourrir aujourd'hui en essayant de nourrir des centaines de milliers de familles à travers un système que j'ai développé sur la base de la volaille qui offre des solutions à l'échelle mondiale. Donc, avant tout, je voudrais parler de la science derrière la régénération à partir de notre perspective, à partir de notre enfance. Nous n'avons jamais été des producteurs ou des agriculteurs. Nous sommes tout simplement des personnes qui soutiennent un processus qui se base sur la transformation de l'énergie. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite. Elle peut tout simplement être transformée. Et les processus évolutifs de la Terre a créé ces motifs qui maintenant nous permettent d'approfondir notre esprit autochtone, c'est-à-dire cet esprit avec lequel nous sommes nés, avec ces connaissances écrites en nous avant notre naissance et que nous développons en grandissant. Cela montre qu'il n'y a que 3 lieux sur la planète où l'énergie est transformée sur grande échelle, c'est-à-dire qu'il y a une transformation dans la chimie et cela est au centre de notre cadre systémique. Avant tout, la photosynthèse et qui se passe sur la Terre et dans les océans. Et ce n'est pas tout simplement quelque chose qui se passe dans un seul lieu. La photosynthèse est le premier lieu où l'énergie et aussi les autres formes d'énergie aussi, le CO2 est transformé à partir d'une énergie qui n'est pas euh, comestible pour les animaux, les êtres humains, et cela est transformé. C'est bien quelque chose que nous pouvons respirer, c'est-à-dire l'oxygène. C'est important aussi pour les animaux. Les animaux sont l'autre lieu. Il y a beaucoup d'animaux qui ne sont pas comestibles pour nous ou pour d'autres espèces, mais ils sont comestibles pour beaucoup d'autres espèces, même s'ils ne le sont pas pour nous. Donc, ça, c'est la production qui se base sur les bétail. Par exemple, dans le désert, par exemple, ou dans d'autres lieux où il y a l'herbe, par exemple, ou d'autres types de végétation. Et par conséquent, en analysant les molécules de la photosynthèse, et aussi ces molécules se sont séparées, ont proliféré. De cette manière, des aliments se sont développés et donc les structures ont proliféré et après sont retournées sur le sol et elles ont été absorbées par les sailles et maintenant elles font partie du métabolisme de la Terre. Voilà les 3 lieux où où nous focalisons notre énergie pour notre histoire aujourd'hui. On a parlé aussi de l'érosion et d'autres éléments. L'érosion est tout simplement une transformation de l'énergie, par exemple. Et tout ce que nous voyons autour de nous et nous-mêmes, nous sommes une expression de cette énergie. Nous sommes faits de l'énergie de la Terre et aussi, nous sommes à une réflexion de la manière de laquelle nous traitons
cet espace qui nous entoure, hein. Donc, en gardant cela à l'esprit, nous pensons à la nourriture comme médicament, comme sacré, comme quelque chose qui nous nourrit, comme la base de notre communauté. Donc, c'est un cadre très simple, hein, sur la base duquel nous avons développé une connaissance, des connaissances très anciennes sur la manière de laquelle l'énergie se transforme. Nous avons choisi le bétail, qui est idéal pour nous. Par exemple, sur la planète, hein, nous avons les bétails où il y a l'énergie qui se transforme très rapidement. La photosynthèse est le système le plus rapide, hein, mais un arbre se développe pendant 30 ans, tandis que un champ avec de l'air a besoin de plusieurs mois. Toutefois, les poulets ou une vache peuvent transformer l'énergie en 48 heures à travers la digestion. Et avec 8 heures de plus, tout cela arrive aux plantes, tout cela peut devenir des plantes. Donc, il y a trois couches, mais les animaux sont les éléments qui transforment l'énergie le plus rapidement. Cela nous permet de comprendre notre porte d'entrée. On ne peut pas trouver la même espèce sur toute la planète. Les poulets peuvent être présents partout. Si vous considérez le volaille, hein, elle est à la base aussi, mais il faut permettre à la volaille de rentrer dans leur habitat. Et après, il y a les animaux de la jungle, il y a les arbres qui peuvent recréer les fonctions des bases dont Molly parlait. Et aussi, il y a trois couches de la transformation de l'énergie, comme je le disais. C'est là nous permet d'avoir immédiatement des œufs, des fruits, de la viande et des noix, mais pas toute cette énergie est immédiatement comestible pour nous, mais elle est comestible pour des trillions, des fonds et des bactères. Euh, il y a tous ces éléments qui viennent des poulets et qui se transforment en végétation, en herbes, en légumes, hein. Tout type de nourriture. Une partie de cette énergie peut retourner dans le système parce que c'est un système qui crée, qui est un cercle d'énergie. Donc voilà, une vraie unité. Vous pouvez peupler cela avec des espèces autochtones et qui font partie de ce système. Les volailles peuvent grandir au-dessus de cette canopie complètement en dehors. Mais il ne faut pas tout simplement placer des poulets dans un jardin. Moi, je connais très bien cela. Ils étaient présents pendant toute ma vie où j'ai grandi. Mais il faut retourner aux manières traditionnelles, hein, aux structures traditionnelles, et il faut le faire sur grande échelle, sur la base des pratiques traditionnelles. Donc, nous avons choisi des terres très grandes où il n'y avait pas de poulets. Nous y avons placé des poulets. Cela nous a permis d'avoir une grande quantité d'énergie et de végétation, c'est-à-dire 250 types différents de végétation qui vivent en symbiose, hein. Il y a aussi une autre matière biologique à partir, par exemple, de la courge jusqu'aux frites ou euh, par exemple, le maïs ancestral et qui est sacré pour nous et aussi les haricots anciens et il n'y a pas d'éléments chimiques et toxiques qui sont employés. Donc voilà l'histoire de la ferme où je me trouve maintenant, plus de 100 hectares, hein. Il y avait au début 14 fermes au Minnesota, au Wisconsin, aussi aux États-Unis. Nous avons aussi créé des fermes au Mexique, au Guatemala. Et aussi, nous avons formé plus de 125 professionnels en Équateur, hein. Maintenant, nous avons développé un blueprint pour développer ces processus partout sur la planète, hein, où il y a les conditions nécessaires pour ce qui concerne les éléments écologiques et naturels, hein, et sociaux. Donc, nous avons étudié cette ferme que nous avions identifiée. Cela, c'est pas ce que Molly disait aussi. Mais avant de cela, nous avons réuni les personnes les plus âgées et les leaders spirituels hein, qui venaient de milieux différents pour
bâtir la base spirituelle qui a permis à notre intellect et connaissance ancienne de se réunir et se développer. Nous avons créé une carte de lieu avec les choses que nous voulions faire dans ce lieu, en entrant beaucoup dans les détails. Nous avons mené une recherche sur toutes les espèces qui sont autochtones dans cet espace et qui se sont évoluées dans cet espace et qui avaient aussi une valeur économique et pas seulement écologique. Voilà les noyettes, les noisettes. Aussi, nous avions un fruit qui est très important dans d'autres parties du monde. Il s'agit des baies de sureau. Nous avons restauré les flux d'eau traditionnels pour soutenir tout le paysage sur large échelle. Nous avons aussi rédigé une carte sur la base de l'orientation du soleil et des rivières. Nous avons planté toutes les cultures pérennes pour restaurer l'hydrologie et la biologie de l'espace. Mais avant de faire cela, nous avons développé ce système pour capter la CO2 parce que ce champ avait été toxique, était toxique depuis des décennies, donc il fallait détoxifier ce lieu. Sa culture n'était pas comestible parce qu'elle était trop toxique. Nous l'avons testé dans un laboratoire et il y avait des éléments chimiques qui étaient encore présents. Donc, nous avons utilisé des microbes et des champignons pour changer le sol et aussi nous avons créé l'infrastructure pour la volaille. Donc, c'est un projet qui fonctionne parfaitement, mais qui est très simple. Nous avons aussi amélioré la protection des animaux et après, nous avons mis en œuvre et créé cette ferme. Ça, c'est la première phase, hein. Et aussi les maïs a été introduit ici. C'est une histoire qui peut être répétée dans d'autres endroits. Et voilà des unités créées pour les poulets. Cette unité est un refuge, hein, et les poulets peuvent passer d'un espace à l'autre. Il y a aussi un refuge pérenne où il y a de la nourriture, de noix, de fruits, et qui peut protéger la volaille et qui leur donne un habitat naturel sur la base de leur habitat ancienne dans le sud-est de l'Asie. Aussi, le lieu est très beau maintenant, mais il est très productif aussi. Ce lieu maintenant peut nourrir plus de 700 personnes et au début du projet, le paysage était très différent. Maintenant, nous pouvons avoir plus de 35 000 poulets. Nous avons aussi restauré les autres espèces qui offrent encore plus de nourriture, hein. Les poulets sont le centre, mais ce n'est pas le but final. Ça, c'est une photographie plus récente. Et la ferme ici n'était pas complètement achevée, mais presque achevée. Après, on a ajouté d'autres unités de forêt. C'est un peu comme tous les paysages où il y a des poulets et c'est très équilibré d'un point de vue de l'énergie et de la biologie. Donc voilà le paysage. Mon fils dit que c'est une ferme, hein, qui est comme une carte postale parce que c'est une image qui est parfaite d'un point de vue esthétique, mais c'est complètement naturel et très, très productive. Aussi, il y a des espèces autochtones qui sont retournées. Nous avons compté 50 espèces, hein, euh, autochtone. Ça, c'est une noisette, hein. Et il y a ce ver qui en mange une partie, mais pas complètement. Et la noisette produit quand même beaucoup de noisettes, hein. Ce ver est une espèce autochtone qui était presque disparue et maintenant elle est retournée. Aussi, il y a des tests scientifiques de ce processus. Nous surveillons le sol et la santé des plantes et la santé du sol. Donc, c'est un système parfait. Donc, de cette manière, nous avons aussi créé des communautés très larges. Notre équipe compte 30 personnes. C'est seulement l'équipe centrale. Nous possédons aussi une structure pour le volaille et nous avons bâti beaucoup d'infrastructures, hein.
autour de cette ferme et on le fait dans toutes les régions. Et nous avons aussi développé une marque pour les produits que nous produisons à partir de ces systèmes pour nourrir nos communautés. Nous avons besoin seulement d'une petite portion de la production de ces fermes. La plus grande partie est vendue sur les marchés parce que c'est une production immense. Il y a beaucoup de poulets et nous n'avons pas acheté de nouveaux poulets pendant longtemps. Et je ne parle pas tout simplement des poulets, mais aussi des nuits, des noix, des fruits. En tout cas, puisque la volaille est au centre, nous avons aussi créé un système économique sur la base des poulets. Je n'entends plus Reginaldo. Reginaldo, on ne vous entend pas. Sarma Malifère est en train de système communautaire que nous avons créé. C'est vraiment l'écosystème des entreprises qui reflète hein, l'écosystème de la Terre. Hein. Donc, si nous avons les noisettes, nous développons la distribution et la production des noisettes. Nous faisons la même chose pour les poulets. Donc, nous avons la marque, la distribution, la production des poulets. Donc, les travailleurs et les agriculteurs et les consommateurs sont tous réunis. Et il y a aussi, par exemple, des cuisines de communauté. Tout cela permet de réunir hein, ces membres de la communauté. Cela renforce les communautés à travers les connexions entre ces différents secteurs. Hein. Et donc, nous avons pu créer ces processus hein, concrètement à partir d'une région centrale de Minnesota-Wisconsin. Et après, nous avons eu un grand succès sur une grande surface. Nous avons créé 30 millions de retours, hein, de recettes, hein, et surtout dans la nation autochtone de South Dakota, hein, et au Guatemala et dans d'autres lieux où nous avons reproduit ce système. En faisant cela, nous avons aussi commencé à développer une stratégie pour l'impact social. Et c'est quelque chose hein, que j'ai essayé de développer pendant longtemps. Par exemple, moi, je suis née au Guatemala dans la pauvreté extrême et avec la sécheresse et j'ai vu ce que la famille peut faire aux personnes. Je l'ai vécu directement et donc j'ai voulu m'occuper de régler ces problèmes de la faim hein, et je l'ai fait en développant une des premières fermes dans la forêt pluviale hein, pour régler et aussi sans utiliser des produits chimiques. Et nous l'avons fait encore une fois en utilisant les poulets. J'avais ce rêve hein, depuis longtemps. Par exemple, l'Église catholique a beaucoup de terres. J'ai une sœur qui est une sœur de Saint-François et qui se trouve à Milwaukee et qui travaille dans une école. J'ai collaboré beaucoup avec elle quand j'étais au Guatemala. Et donc, je me demandais, et si on prenait toutes les terres que l'Église possède déjà au Guatemala, hein, afin de créer un système de ferme hein, qui se base sur cette manière de gérer la terre, hein. Mais il faut le faire sur la base des routes des migrants qui souffrent à cause hein, des problèmes dans leur pays. Et donc, d'un point de vue social, comme stratégie sociale, hein, on peut se focaliser sur l'agriculture, hein, mais ce n'est pas la terre et le sol qui sont au centre, ce sont les personnes qui sont au centre, parce que la terre est pour les personnes. Hein. Et donc, si nous sommes désespérés et si nous avons faim, on fait des choses hein, très bizarres, mais non, à travers la régénération, nous pouvons vraiment donner de l'espoir aux personnes. Donc, nous avons une opportunité mondiale, à mon avis, une opportunité d'impliquer les personnes qui sont les plus démunies et qui doivent quitter leur communauté. Et l'Église a assez de terre sur la planète hein, afin de créer 100 routes de ce type. Et de cette manière, les personnes pourraient s'occuper de l'agriculture hein, pour se développer. Par exemple, nous avons la Costa Rica et le Brésil et l'Équateur. Et donc, je pensais, nous avons une opportunité immense ici, c'est-à-dire avoir un impact social mondial en alignant ce travail avec les routes des personnes, des migrants. Hein. Et après, en les impliquant même tandis qu'il continue,
tandis qu'ils voyagent, aussi en agissant sur le paysage, et en même temps en bâtissant l'infrastructure qui pourra aussi avoir une valeur économique. Donc, cela dit, je vais conclure un peu à l'avance. Merci de m'avoir permis de partager une solution qui n'est pas très technologique et qui n'est pas scientifique. C'est seulement une vraie expérience. Nous avons pris toutes ces connaissances, et nous les avons partagées. La connaissance réglera les problèmes de la Terre. C'est la sagesse d'appliquer les connaissances que nous avons déjà pourra régler les problèmes. Et cette sagesse, nous permettra de réidentifier notre identité régionale aussi avec les peuples autochtones. Mais nous sommes tous des autochtones. Il n'y a pas personne qui n'est pas un autochtone. Et donc, en accueillant cette identité, les paysages ne seront plus vides. Ce sera un lieu où l'énergie se transforme. Et donc, nous devons impliquer cet intellect autochtone et retrouver notre identité en tant que peuples autochtones. Et ici, il y a la spiritualité qui soutient toutes ces activités. Et de cette manière, nous pouvons redevenir riches spirituellement. Donc, il y aura des centaines de possibilités qui apparaîtront en ayant cette nouvelle approche au paysage. Voilà l'histoire et les enseignements que je voulais partager avec vous. Et c'est là aussi, il y a aussi à la science. La science nous permet de vérifier que nous faisons les choses de la manière correcte. Merci beaucoup, Reggie, de cette présentation très enrichissante qui a intégré ce que Molly nous a dit et vous avez vraiment touché nos cœurs, hein. J'espère que nous pourrons vous permettre de parler avec nous à l'avenir aussi. Je vois que les personnes ont écrit plusieurs questions dans le chat. Après la troisième présentation, nous vous permettrons de lire les questions. Nous allons écouter de la musique pour permettre aux interprètes de respirer et après il y aura la troisième présentation. Merci beaucoup. Très bien, maintenant nous passons à notre troisième intervenant qui est Sœur Junsa. Junsa est une membre de Sœur religieuse du Saint-Esprit
et elle est aussi le chef de projet de sa congrégation et guide les initiatives de développement des projets d'entrepreneuriat social pour les communautés vulnérables, hein. Elle se focalise sur l'émancipation des femmes, l'agriculture durable et le développement économique, hein. Elle a un MBA et applique son expertise business à l'innovation sociale, hein. Elle est l'ancien chef de l'hôpital Referral avec une expérience en leadership, administration. Elle promeut la sécurité alimentaire, hein, et la nourriture durable, surtout pour les familles guidées par les femmes. Elle est aussi membre de notre groupe de travail sur l'agriculture régionale. Donc, Sergioza, vous avez la parole. Nous parlerons de petites actions dans nos communautés avec un grand impact sur notre planète et santé. Bienvenue, Sarah. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Bien, oui. Très bien, merci. Donc, je demande à la personne qui s'occupe des diapos de les gérer à ma place. Merci. Donc, puisqu'on parle de ces termes, nous considérons nous savons que les cris de la terre et le cri des pauvres sont la même chose, hein. Il y a des personnes qui crient de manière différente, mais le cri est le même. C'est ça que le pape François nous dit dans Laudato Si. Donc, nous sommes conscients que la dégradation environnementale et l'insécurité alimentaire sont profondément interconnectées. Et parce qu'il n'y aura plus de four de nourriture avec la dégradation de l'environnement et le changement climatique, la perte de sol et les manques d'eau menacent les communautés les plus vulnérables, hein. Et aussi prendre soin de la création est une responsabilité morale et spirituelle que nous tous partageons. Aussi, les communautés religieuses sont appelées à répondre avec urgence et avec des actions concrètes. Il faut vraiment faire quelque chose, hein. Donc, l'approche de cette présentation est les suivants. Nous allons identifier une petite action menée par les sœurs religieuses du Saint-Esprit. Cela s'appelle Imagine Farmers Initiative, EFI, et cela concerne la restauration de la création et la transformation des vies des personnes à travers des petites actions qui ont un grand impact, hein. Donc, avant tout, nous voulons reconnaître que les défis alimentaires, hein, et environnementaux mondiaux, hein, sont des crises interconnectées pour toute la planète qui menacent la création et la dignité humaine. Le changement climatique, la dégradation de la terre, hein, et le manque d'eau causent l'insécurité alimentaire, la pauvreté rurale et la malnutrition. Donc, nous allons nous focaliser sur les sujets qui sont liés au changement climatique, à la dégradation du sol et au manque d'eau et à la malnutrition des enfants et des adultes. Il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas un problème pour les adultes, mais en réalité, c'est un problème pour les adultes aussi, et surtout pour les femmes. Aussi, il y a la pauvreté rurale, hein, et aussi des pratiques agricoles qui ne sont pas durables, hein. Donc, cela fait partie des initiatives que nous avons lancées au niveau local, hein. Prochain diapo, s'il vous plaît. Il y a l'initiative des agriculteurs, hein. C'est une initiative créée par les sœurs religieuses du Saint-Esprit et sa mission est émanciper les jeunes, hein, pour une production alimentaire durable et le plaidoyer écologique. De cette manière, hein, les jeunes, hein, pourront devenir des entrepreneurs, hein, conscients de l'environnement. Aussi, c'est une manière de répondre au chômage des jeunes, à la dégradation environnementale et la pauvreté rurale. Dans la zone rurale de la Zambie, nous avons lancé cette initiative qui se focalise sur un groupe de jeunes très dynamiques et cela signifie qu'ils peuvent vraiment influencer l'avenir. C'est la nature, ils deviendront des personnes responsables qui pourront prendre soin de notre maison commune maintenant et de l'avenir parce que nous prenons des décisions aujourd'hui qui auront un impact sur l'avenir de la planète à partir de maintenant. Donc, nous avons commencé sur petite échelle, hein, et après, le mouvement deviendra de plus en plus large, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme, hein, et donc qui
n'ont pas de travail, mais nous sommes en train de créer des pratiques durables, écologiques, qui peuvent aussi créer des emplois pour ces jeunes, hein. Et aussi, nous allons identifier des pratiques qui ne sont pas favorables à l'environnement et à s'occuper des problèmes de famine, hein. Et donc, nous allons identifier des pratiques plus durables et rentables. Donc, nous nous focalisons sur la restauration de la santé des sols. Qu'est-ce que nous faisons pour restaurer cette santé? Parce que seulement un sol sain peut être productif, hein, et nous pouvons travailler dur, hein, mais la santé du sol est à la base de la sécurité alimentaire, hein. Et notre initiative se base sur des pratiques régénératives, qui reconstruisent la structure des sols. Il faut regarder la structure des sols et la capacité de garder l'humidité et la réduction de la dépendance et des éléments synthétiques pour restaurant la terre comme ressource productive et vivante. Donc, je vais entrer dans les détails, hein, pour décrire les actions que nous avons menées pour restaurer les sols, hein. Euh, donc, il y a la production du compost, hein, et si vous considérez ces photographies, vous voyez le même champ. Dans un champ, il y a seulement le maïs, hein, et dans l'autre, nous avons cultivé les tomates. Nous avons créé un système qui se base sur la rotation. Et donc, nous utilisons toujours, hein, le même champ, mais pour des cultures différentes. Nous avons amélioré la productivité, la humidité des sols. La première fois que nous avons planté le maïs sur ce champ que vous regardez, nous avons perdu tout parce que c'était trop aride. Le sol ne pouvait pas garder l'humidité et il n'y avait pas des éléments comme par exemple le fumier. Mais après, nous avons eu du succès avec le temps. Voilà le type de combine. Voilà le cycle que nous avons créé pour restaurer l'écosystème de l'agriculture, hein, sur un petit champ, parce que nous n'avons pas beaucoup d'hectares de terre et l'utilisation des sols est ce que nous devons faire de l'agriculture régénérative, hein. Donc, nous avons créé une zone où la fleur et la faune peuvent fleurir, hein, en se complétant. Donc, cette initiative a réuni la grande production, la production de la volaille, hein, et aussi la pisciculture, hein, aussi le jardinage, hein, aussi la pisciculture, vous voyez le poisson. Et donc, je vous demande de passer à la prochaine diapo. Donc, vous voyez le cycle qui se tient, la santé écologique, hein. Vous voyez qu'il y a une certaine quantité d'eau, mais il faut changer l'eau à un certain moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons capté cette eau dans une réserve. Il y a trop de bruit, pardon. Il est très difficile de traduire. Je pense que quelqu'un devrait éteindre son micro. Ici, vous pouvez voir, hein, le jardin fruitier, le vignoble. Nous avons intégré tous ces éléments différents. Cela a permis de créer un fumier immense qui vient des poissons et que nous avons utilisé sur les champs. Et de cette manière, nous avons créé de la nourriture pour nourrir les personnes. Aussi, nous avons produit la nourriture, hein, que nous avons aussi donnée aux poulets et aux porcs, hein. Aussi, nous avons parlé avec un expert de la technologie et qui s'est occupé des possibles développements pour nourrir la communauté. On peut aussi vendre ces produits aux autres agriculteurs. De cette manière, il y a un écosystème agricole
qui est complètement gérée par ces personnes qui intègrent ce qu'elles font et qui se soutiennent réciproquement. De cette manière, nous avons euh, produit des produits végétaux et animaux, mais chacun de ces éléments intègre les autres. Passons à la prochaine diapo maintenant, s'il vous plaît. Quel est le but final? Cette initiative se base sur l'agriculture intégrée. Notre but est être résilient climatiquement. Nous avons surtout développé un type, une forme d'agriculture qui se base sur, euh, qui permet aux animaux de survivre et aussi aux êtres humains pour survivre, hein. Disons qu'il y a une culture qui ne donne pas des fruits, mais, mais dans ce cas-là, il y a le bétail, où il y a d'autres cultures qui peuvent survivre. Donc, être résilient vis-à-vis le climat, cela signifie que nous pouvons avoir plusieurs de bétail et aussi de culture, hein. Donc, en tout cas, nous sommes donc, on ne peut pas avoir seulement un type de produit parce que sinon, avec le changement climatique, il y aura toujours des cultures ou des espèces qui ne pourront pas survivre tout le temps. Aussi, il y a un nombre de bénéfices environnementaux qui découlent de nos pratiques. Il y a la santé du sol qui est améliorée, tout comme la quantité d'eau que nous pouvons garder dans ces zones. Aussi, nous avons augmenté la biodiversité et la capture du carbone. Aussi, nous avons réduit la pollution et aussi les coûts de production. Comme je l'avais dit, nous achetions beaucoup de produits au magasin, mais maintenant nous les produisons et nous pouvons aussi irriguer les champs en utilisant aussi les panneaux solaires. Tout ce qui est naturel, nous l'utilisons. En Afrique, nous avons une abondance de soleil, donc il faut utiliser les systèmes solaires, hein, pour faire fonctionner nos machines à travers l'énergie solaire. Aussi, nous pouvons produire le biogaz, hein, aussi pour les maisons où il y a les poulets. Pour ne pas donc, en utilisant les gaz qui vient de la même ferme. Aussi, les biogaz produits les fertilisants biologiques qui sont nécessaires pour nous et pour les agriculteurs qui vivent près de nous. Et quels sont nos groupes cibles, hein? Avant tout, les jeunes, hein. Nous les formons pour devenir des entrepreneurs de succès. Aussi, nous les formons dans les classes, hein. Nous avons un programme de 6 mois et après, il y a une formation dans l'agriculture générale. Après leur diplôme, hein, ils peuvent travailler dans leur communauté et nous voulons aussi nous assurer qu'ils reproduisent ce qu'ils ont appris dans les classes, hein, dans une situation pratique, hein. Donc, cela ne doit pas être une simple démonstration, non. Ils doivent travailler dans les communautés réelles. Donc, nous créons des groupes de 5 personnes qui après doivent suivre les cartes et les routes que nous avons créées. Aussi, nous voulons former les écoliers des écoles enregistrées. Donc, nous croyons que l'éducation est liée à tous les types d'activités et tous les secteurs. Et donc, les écoliers, les personnes qui étudient dans les écoles peuvent aussi travailler de l'agriculture. Il y a un grand potentiel, hein. Donc, nous avons créé ce système qui permet à ces gens de travailler dans tous les secteurs, même le secteur agricole et dans les champs. Voilà les groupes, les étudiants que nous avons identifiés. Donc, ces personnes doivent avoir les vêtements et les
et tous les outils nécessaires pour travailler dans la nature. Aussi, ces systèmes, ces programmes sont pour les femmes, surtout les femmes qui sont des agriculteurs et qui ont des enfants, mais qui sont célibataires. C'est une manière de garantir la sécurité alimentaire dans notre pays. Il y a une autre congrégation qui s'occupe de 8 femmes, mais au total, nous avons atteint 270 femmes et qui sont restées dans leur village, dans leur maison, mais qui peuvent maintenant recevoir les bénéfices de cette sécurité alimentaire. Aussi, nous voulons utiliser les ressources disponibles, hein. Et par exemple, les personnes qui ont des roches autour d'elles peuvent même utiliser ces roches pour créer, par exemple, des barrières de roches faites de roches. Cette personne a aussi une grande maison. Il y a une autre personne qui vit dans une forêt et qui a créé une maison en utilisant le tronc des arbres, hein. Et donc, on peut utiliser toutes les ressources disponibles, hein. Et surtout, après, il faut euh, avoir un système intégré. On passe à la prochaine diapo. Quelles sont les petites actions qui ont un grand impact? Ici, vous voyez les petites actions collectives qui peuvent transformer la santé. Donc, vous voyez les cultures qui sont très bénéfiques pour les communautés, qui peuvent devenir une source de recettes et pour le bien-être de la communauté. Il y a les femmes qui garantissent la sécurité alimentaire dans leur famille et village. Et les femmes sont les sujets idéaux pour s'occuper des familles entières parce que naturellement, elles s'occupent de leur famille entière. Aussi, il y a les écoles des écoles qui produisent les légumes et les œufs pour la consommation. Donc, ils peuvent produire cette nourriture pour eux, pour leur famille et pour les missionnaires aussi. Il y a les sœurs religieuses qui sont des agriculteurs, elles aussi, qui ont été impliquées dans ce programme et qui ont créé des fermes de démonstration pour promouvoir l'éducation et qui ont adopté des pratiques durables et une consommation responsable. Aussi, elles ont été impliquées pour inspirer les autres à agir. Donc, nous travaillons avec plusieurs congrégations qui travaillent dans un réseau de femmes et des congrégations de femmes et qui participent tous dans ce travail. Vous voyez les jeunes aussi qui commencent à travailler avec les autres jeunes et avec les sœurs qui s'occupent de la production, de la distribution de la nourriture dans les communautés. Maintenant, nous passons à la prochaine diapo. Les petites actions de création de cette initiative de création des fermes ont permis de créer une organisation enregistrée en Zambie qui s'appelle Eco-Friendly Agriculture Initiative, qui est une collaboration des différentes congrégations des sœurs qui sont réunies. Et vous voyez ici sur cette photographie l'équipe qui s'est réunie et donc, ces personnes se sont réunies pour promouvoir l'agriculture régénérative, hein. Cela a été enregistré. Ce n'est pas tout simplement une personne qui est intéressée, non. C'est une vraie organisation qui œuvre de manière légitime dans le pays et même en dehors du pays. Donc, voilà. Et notre, le développement de ce projet sur grande échelle. Maintenant, nous passons à une marque commune qui montre ce que nous produisons avec une marque sur des paquets. Nous avons un marché commun. Nous vendons nos produits biologiques qui viennent des différentes fermes où nous travaillons et inclut les fermes des femmes. Aussi, nous avons augmenté le nombre de congrégations. On est passé à 8 congrégations aussi. Nous avons impliqué d'autres agriculteurs et maintenant il y a une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'est-ce que nous produisons et aussi qu'est-ce que nous vendons de manière formelle, hein. De cette manière, nous ne perdons rien, aucun élément de
des produits biologiques, hein. Tout cela se trouve entre les mains des sœurs et de leurs collaborateurs et des jeunes et des femmes, hein. Je pense qu'il y a une autre diapo. Donc, nous avons naturellement des défis. Naturellement, il y a eu des problèmes. Par exemple, les ressources limitées et le changement climatique et le fait qu'il est presque impossible de prévoir les conditions climatiques. Surtout, il y a des questions liées au marché. Par exemple, si on produit sur une échelle plus grande, il faut identifier les marchés où nous pouvons vendre nos produits en continuant à produire ces produits aussi. Nous avions des connaissances inadéquates sur la production des pesticides biologiques. Par exemple, les deux intervenants précédents avaient dit qu'il y a toujours une manière naturelle d'organiser nos fermes. Il est important de se focaliser sur les personnes et sur les lieux où nous plaçons certains éléments. Cela fait partie de l'approche écologique. Il est toujours important de partir avec quelque chose de petit. Il faut toujours travailler avec la nature, hein. Il y a des connaissances naturelles, hein, qu'on a oubliées et maintenant il est trop difficile de les retrouver, mais ça me fait plaisir d'entendre l'autre intervenant qui parlait du fonctionnement de la nature, hein. Et surtout, il faut s'emparer de ces terres et les régénérer. Il faut vraiment comprendre que nous devons agir. Voilà les leçons que nous avons tirées. Je pense que j'ai terminé ma présentation. J'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Sœur Mamalifère, je vous donne la parole. OK, merci beaucoup. La première fois que je vais parler avec vous, je m'étais sentie sur les champs avec vous. Et je dis, j'ai ressenti la même chose. Je trouve vraiment que les trois avertements ont vraiment intégré les informations données par les autres. De cette manière, les participantes ont vraiment appris des choses utiles, hein. J'adore cette économie circulaire. C'est ça que nous devons apprendre, hein. Nous voulons vraiment bâtir la sécurité alimentaire. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences, hein. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main et vous pourrez poser ces questions aussi. J'avais eu quelques questions dans la chat, hein. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup, Ok, c'est bon. ok. Merci pour Oui. tous les intervenants et c'est enrichissant. Ça nous a permis de voir que nous pouvons vraiment travailler et faire face à l'environnement et autres. Et ma question est d'abord à Regina Rold, c'est ça, hein? Et dans tout ce qu'ils ont présenté, comment ils ont fait pour les vers qui détruisent les plantes? Parce que c'est ça qui nous pousse à utiliser les pesticides et consorts. Et nous détruisons la terre. Alors, j'ai vu que dans les images, vous avez bien montré les plantes, tout ce que vous avez produit, et vous avez bien fait de mettre aussi un verre qui détruit une plante. Alors, comment vous faites? Et ma deuxième question, c'est par rapport à la première, j'ai oublié son nom, et Molly. Et par Molly, rapport, yes. Molly, merci. Par rapport à l'inondation, quand on parle de changement climatique, on a l'inondation. Aujourd'hui, l'inondation, c'est plein. Même chez moi, au Bénin, c'est plein. Donc, dans les recherches, nous nous sommes rendus compte que l'utilisation de plastique, les sachets et consorts sont à l'air libre. Nous ne les gérons pas. Et c'est à l'air libre, le vent porte tout partout et ça se dépose sur les sols. Et c'est ça qui crée l'une des causes de l'inondation. Donc, il va falloir que nous fassions une gestion des sachets. Alors, comment nous aider? Parce que nous devons faire quelque chose à petite échelle et quand les résultats seront bons, nous pouvons les amener à grande échelle. Donc, voilà, merci beaucoup. Ok. Et Maman Lifa, Oui. et pour finir, nous avons commencé quelque chose dans notre congrégation. Et je crois que Sœur Edith et Sœur Bernice sont aussi, elles suivent ce webinaire
parce que ce sont elles qui font l'agriculture et une qui fait qu'on appelle les aliments. Elle essaie de fabriquer l'alimentation, la transformation agroalimentaire sur les produits locaux. Je crois qu'elle est invitée, elle suit le webinaire. Alors, nous commençons quelque chose. Ça donne et nous formons aussi les jeunes. Ça donne petitement. Mais c'est très enrichissant de pouvoir faire les échanges. Merci beaucoup, Mme Alifa. Merci. Donc, Régie et Molly, vous avez la parole, hein. Voulez-vous répondre à Sœur Rachel? Je vais répondre le premier, puisqu'elle avait posé cette question sur le verre, hein. Il y a les pesticides et beaucoup d'espèces qui détruisent les plantes, hein, et cela peut concerner un être humain, une plante, par exemple. Donc, si l'écosystème n'est pas sain, il y a ces insectes, tout comme une maladie pour un corps qui n'est pas sain. Donc, cette ver est une espèce autochtone qui ne cause pas de problèmes, hein. Et ce ver mange une partie de la plante, mais en agronomie, nous appelons cela l'umbral économique, c'est-à-dire, hein, le point au-delà duquel il faut se faire du souci. Mais dans ce cas-là, et la raison pour laquelle vous avez vu ces vers verts, est que la volaille, tout comme les poissons, Sébastien, c'est ça qui s'appelle fertigation, cela veut dire qu'il y a les fertilisants et l'irrigation en même temps. Nous avons ce système simultané. Et on peut appeler cela l'eau des poissons, qui est très efficace parce qu'elle offre des nutriments, des minéraux qui sont essentiels pour les plantes, mais aussi les fumiers de la volaille est essentiel. À travers une analyse, hein, nous avons trouvé que les fumiers des poulets a plus de 40 nutriments nécessaires pour les plantes saines, hein. Cela crée une base, hein, pour, hein, cultiver beaucoup de plantes différentes. Par exemple, pour certains fruits, on a besoin de certains nutriments et du fumier. Et donc, les plantes, de cette manière, peuvent construire leur capacité de se défendre soi-même. Donc, ce verre, hein, et donc, pardon, dans cette photographie, il y avait 7000 plantes. Et même s'il y a, et quelquefois, il y a des vers qui peuvent proliférer très rapidement. Et par exemple, il y a des insectes et des espèces qui sont très nocifs pour les noisettes. Mais dans cette ferme, ce problème, hein, n'a pas apparu parce qu'il y a eu ces insectes très menaçants, mais les plantes ont envoyé des signaux aux autres plantes et donc seulement les plantes au bord ont été attaquées. Elles n'ont même pas perdu toutes leurs feuilles, hein. Et donc, d'autres fermes ont été détruites complètement, mais notre ferme et nos plantes sont saines et donc elles ont la capacité de se défendre soi-même. Les poulets dans un espace très large, hein, ne sont pas vulnérables à cause des prédateurs, non, parce qu'ils se trouvent dans un habitat naturel, hein. Et toute créature dans ces conditions a un instinct, hein, de construire sa capacité de se protéger soi-même, hein. Nous avons tous l'instinct de survivre, hein. Voilà ce que nous poursuivons. Naturellement, cela prend beaucoup de connaissances agronomiques, mais il y a des lignes directrices qu'il faut suivre. C'est comme une personne. Si une personne dort, fait du sport, gère le stress, cette personne est saine, hein, en général. Et si quelque chose entre dans notre corps, le corps peut lutter contre cet élément. Naturellement, il y a un point au-delà duquel on ne peut plus se défendre. Mais si on est sain, hein, avec des interventions mineures, on peut lutter contre ces maladies. Donc voilà ce que nous faisons dans ce système. Sans entrer dans les détails de l'agronomie, je pense que je vous ai répondu. Donc ma réponse est oui, à 100%, la nature a les systèmes nécessaires. Il faut tout simplement restaurer les processus anciens qui permettent à la nature de se défendre. Merci, Reggie. Je m'occupe de la question de la plastique, hein. Cela dépend
du lieu où on commence. Par exemple, il y a par exemple, il y a des plantes dans certains lieux dangereuses. Par exemple, on peut utiliser des pesticides comme l'ivy. Pardon, il y a des plantes comme l'ivy. Donc, c'est très intéressant, mais il est assez tard maintenant. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à aller. Vous pouvez envoyer ces questions, par exemple, par écrit, et après, nous pourrons envoyer ces questions aux intervenants. Maintenant, j'invite le Père Vincent à prendre la parole pour s'occuper de la conclusion de ce webinaire, hein. Pardon si j'ai interrompu, mais les traductrices sont très fatiguées, elles doivent reposer aussi. Nous avons d'autres engagements. Père Vincent est un missionnaire cléricien de l'Inde avec une longue expérience dans le ministère pastoral, l'éducation et le développement social. Il est co-secrétaire exécutif de la commission JPIC USG à Rome. Il était membre du groupe de travail GPIC sur la création, la migration et la lutte contre la traite des êtres humains. Il travaille dans le développement des tribus et dans l'émancipation des communautés en Inde. Il a un doctorat en sciences politiques et des diplômes en philosophie et en anglais. Il a travaillé en tant que professeur, directeur des travaux sociaux, supérieur provincial et auteur publié. Donc, Père Vincent, je vous donne la parole pour la conclusion de notre webinaire. Bonsoir à tout le monde. Puisque nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire, sur le soin pour la création et la protection de la nourriture, et nous partageons une responsabilité. Et donc, je remercie de tout mon cœur les intervenants et le groupe de la commission JPK qui s'occupe de l'agriculture. Merci d'avoir organisé ce webinaire, hein. Aussi, je remercie de tout mon cœur les chers participants pour votre participation plein d'enthousiasme, hein. Nous avons vu qu'il y a 152 participants. Aussi, je remercie Sir Rachel Togbe pour son introduction et son bienvenue. Aussi, je remercie Célina qui nous a guidés dans la prière parce que le soin pour la création commence avec notre relation avec les créateurs. Je remercie Sœur Mamalifer, la directrice exécutive de JPIC. Merci d'avoir organisé ce webinaire et de l'avoir modéré. Surtout, je remercie nos intervenants. Molly, qui a parlé de l'écologie des sols, le design écologique et ses principes et l'agriculture régénérative. Il est très important de remarquer que l'agriculture régénérative, c'est basé sur la tradition de l'Église catholique. Et nous remercions Reginaldo. Jeudi, nous vivons dans un monde où nous consommons trop de nourriture dans certaines parties du monde et trop de médicaments aussi. Mais Reginaldo nous a inspiré beaucoup. Il a dit que nous devons manger la nourriture comme si c'était un médicament. De cette manière, la planète et nous deviendrons sains. Aussi, il a montré un système responsable de création et de production des produits avec des fermes régénératives. Nous remercions Sœur Gilsa qui nous a appris l'initiative des agriculteurs qui émancipent les jeunes pour une production durable. Aussi, nous remercions notre traductrice qui ont travaillé intensément. Merci de nous avoir aidés à dépasser les barrières linguistiques. De cette manière, tous les participants ont pu participer activement. Aussi, je remercie les techniciens et l'équipe du soutien technique. Leur travail derrière les coulisses nous permet d'organiser ces webinaires. Merci pour votre service très précieux. Comme vous le savez, Lucia était présente de la commission JPIC et elle vient de terminer son mandat ici. Lucia, nous te remercions profondément pour ta générosité, ton travail. En concluant cette expérience de service, nous te remercions sincèrement et nous espérons que le Seigneur
sera toujours avec toi de l'avenir. Je suis certain que ces semences pourront apporter des fruits de l'avenir. Donc, les fruits de ce webinaire continuent à nous soutenir et à nous nourrir de l'avenir, comme si nous étions un sol fertile. Avec les idées partagées aujourd'hui, nous pourrons apporter des fruits avec de petites actions significatives, hein. Par exemple, en apportant la nourriture où il est possible, en gardant les ressources et en promouvant l'agriculture régénérative dans nos communautés et ministères. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Merci, Père Vincent, de cette très belle conclusion. Aussi, nous invitons vous toutes et tous à participer à nos groupes de travail. Vous pouvez envoyer un email et vous deviendrez des membres de nos groupes parce qu'il faut vraiment promouvoir l'agriculture régénérative, hein, pour exclure, hein, et les agriculteurs, hein, qui pratiquent l'agriculture industrielle, hein. Ils nous bombardent avec ces éléments chimiques et ils causent des maladies très graves. On ne peut pas leur permettre de continuer de cette manière. Il faut unir, hein, il faut travailler et rester unis parce que la nourriture est notre médecine, hein. Donc, vous êtes tous les bienvenus à participer à nos groupes de travail. Et je remercie le Père Vincent, avait dit 150, mais moi, j'ai vu plus de 160 participants. Que ce webinaire ne soit pas seulement un webinaire comme les autres. Agissez, s'il vous plaît, là où vous vous trouvez, même en prenant une petite boîte de plastique. Vous pouvez l'utiliser pour produire de la nourriture, pour la remplir de terre et y planter de semences. Et donc, il faut vraiment faire tout ce qui est possible pour détruire les éléments chimiques qui empoisonnent notre nourriture et notre agriculture. Merci. À la prochaine fois. Merci beaucoup.